Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'exposition et donc aussi de la mesure de la lumière, du triangle d'exposition, des réglages de l'appareil photo, etc. En photographie, une bonne exposition est capitale. C'est notamment elle qui va déterminer la qualité de votre photographie. De plus, une bonne exposition permettra un post-traitement plus efficace. Pour obtenir une photographie bien exposée, il faut que le capteur reçoive une quantité de lumière appropriée pendant un temps adéquat en fonction de la luminosité de la scène. Voyons à présent quelques notions sur la perception et la mesure de la lumière. En photographie, la luminosité est la perception que l'on a de la luminance. On ne peut mesurer objectivement la luminosité. Voici une représentation d'une échelle de luminosité par palier de 10%, et cette même échelle en dégradé. À 50% de cette échelle se trouve ce que l'on appelle le gris moyen, avec donc une luminosité de 50%. Sur l'image suivante, la perception de luminosité des deux petits carrés au centre des grands carrés nous apparaît différente. En effet, nous avons l'impression que le petit carré de droite est plus sombre que celui de gauche. Or, les deux petits carrés au centre des grands carrés sont exactement identiques. Ils sont gris moyen. Cet effet de tromperie est dû au contraste élevé des zones contiguës. Quant à elle, la luminance est la quantité de lumière provenant d'une source lumineuse ou bien alors réfléchie par une surface. La cellule de notre appareil photo mesure la lumière réfléchie. Suivant le type de surface, la lumière est réfléchie entre 0 et 100%. On peut donc mesurer cette luminance. Pour recevoir la bonne quantité de photons, notre appareil photo dispose d'une cellule pour mesurer la lumière réfléchie par la scène, autrement dit la luminance. Par défaut, la mesure s'effectue lorsque vous pressez le déclencheur à mi-course. Pour que l'image soit bien exposée, notre appareil s'arrange pour que les tonalités de notre image soient moyennes. Pour ce faire, il faut que la lumière réfléchie par la scène soit de 18%. En effet, une réflexion de la lumière de 18% correspond à une tonalité moyenne. Voici comment se présente une échelle de luminance. Sur cette échelle, le gris moyen se trouve à 18% de luminance. Retenez que pour obtenir une tonalité moyenne, la lumière doit être réfléchie à 18%. Voilà aussi pourquoi vous trouvez dans le commerce des chartes de gris réfléchissant 18% de la lumière. Certains les utilisent comme une aide à l'exposition. Observons maintenant ce schéma qui met en correspondance luminosité et luminance. On voit que pour avoir une luminosité de 50%, représentée sur Photoshop par l'échelle TSL avec L à 50%, il faut une luminance de 18%. En conséquence, retenez que la cellule photométrique de votre appareil s'arrange pour obtenir une luminance de 18% afin d'obtenir une image autour des tons moyens. À présent, voyons comment notre appareil photo effectue la mesure de la luminance. La mesure par défaut de nos appareils est la mesure évaluative ou encore matricielle. Dans ce mode, l'appareil mesure l'entièreté de la scène. Ensuite, il compare le résultat à une base de données contenant des milliers d'images. En fonction de la scène et grâce à des algorithmes de plus en plus complexes, l'appareil déduit les paramètres adéquats à fixer afin de réussir la bonne exposition. Ce type de mesure est en général très fiable et convient dans bien des cas. Si vous ne savez pas que choisir, restez alors sur ce type de mesure. Bien évidemment, vous pouvez modifier la façon dont l'appareil fait sa mesure en réduisant la zone de mesure. Par exemple, si vous mettez votre appareil sur mesure pondérée centrale, la zone prise en compte lors de la mesure de la lumière est plus influencée par le centre de l'image. Le pourcentage de la zone prise en compte varie en fonction des appareils. Un autre mode de mesure est la mesure spot. Dans ce mode, la mesure s'effectue sur une zone beaucoup plus petite, quelques pourcents.
Vous pouvez ainsi définir précisément la zone que vous souhaitez voir bien exposée par l'appareil. D'autres modes sont disponibles suivant les appareils. Je vous conseille de vous reporter à votre manuel pour en savoir plus. Et surtout, n'hésitez pas à tester. En effet, chaque appareil réagit différemment et seule l'habitude et l'expérience vous permettront de savoir quel mode utiliser et comment compenser l'exposition dans les cas où cela est nécessaire. En fonction du mode choisi, la cellule mesure la zone ciblée et ajuste les paramètres de l'appareil photo de façon automatique ou semi-automatique. Mais quels sont donc les paramètres dont je parle depuis tout à l'heure? En photographie, il existe 3 paramètres qui influent sur l'exposition. Il s'agit de la sensibilité du capteur, que l'on représente par une échelle de valeur ISO, de l'ouverture du diaphragme, qui est représentée par une échelle logarithmique notée en général par la lettre F suivie d'un chiffre, et du temps de pause représenté par une durée. Nous détaillerons ces 3 paramètres un peu plus tard. Pour l'instant, sachez juste que vous entendrez souvent parler du triangle d'exposition, qui consiste en fait à régler ces 3 paramètres afin d'avoir la bonne exposition. Outre ces 3 paramètres, il en existe un 4e dont on parle peu souvent et qui est pourtant le principal paramètre à prendre en compte lors d'une photographie. Je veux bien entendu parler de la lumière disponible pour éclairer notre scène. Soit il y a peu de lumière et la luminosité est faible. En photo de studio ou en intérieur, un apport de lumière externe comme un flash ou un projecteur peut être une solution. On verra plus tard les solutions à prendre en considération lorsque la lumière est de faible intensité. Ou soit alors il y a trop de lumière et dans ce cas on peut par exemple placer un filtre gris neutre qui stoppe une partie de la lumière. Ou encore par exemple un filtre astrosolar indispensable lors d'une éclipse de soleil. Ce type de filtre ne laisse passer que 1/100 millième de la lumière. Et je vous rappelle qu'il ne faut jamais pointer un instrument ou pire vos yeux vers le soleil sans protection. Détaillons à présent les 3 principaux paramètres de nos appareils photo. 1. La sensibilité ISO. L'échelle de valeur commence en général à 100 ISO et va jusque plusieurs centaines de milliers d'ISO pour certains appareils. Vous choisissez la sensibilité de votre capteur à la lumière en réglant ce paramètre sur votre appareil. En réalité, votre capteur n'est pas plus ou moins sensible à la lumière. C'est une analogie au monde argentique et à la sensibilité des pellicules. En numérique, votre capteur capte l'information à une valeur ISO native, en général 100 ISO. Vous pouvez augmenter cette sensibilité. Chaque fois que vous doublez la sensibilité, votre capteur devient 2 fois plus sensible, entre guillemets. En réalité, rien ne change du point de vue du capteur, il capte toujours le même nombre de photons. L'appareil va juste doubler le nombre de photons présents dans les photosites chaque fois que vous doublez la sensibilité. À ISO 1600, vous multipliez par 16 la quantité de photons présents dans vos photosites par rapport à ISO 100. Ce paramètre est utilisé lorsque la scène est fort peu éclairée. L'inconvénient majeur est que chaque fois que vous doublez votre valeur ISO, vous doublez aussi le bruit présent du capteur. Évidemment, le bruit présent n'est pas équivalent sur chaque appareil. En général, plus l'appareil est cher, moins bruité est le capteur et meilleurs sont les algorithmes qui réduisent le bruit du capteur. Plus l'appareil pourra monter en ISO sans que le bruit ne soit gênant. Retenez, augmentation d'ISO égale meilleure sensibilité à la lumière. Inconvénient, augmentation du bruit. Le deuxième paramètre est le temps de pause, ou durée d'exposition. C'est le temps durant lequel l'obturateur de notre appareil photo laisse passer la lumière afin d'atteindre le capteur. L'obturateur est un système de rideau qui cache le capteur. Lorsque vous définissez un temps de pause de 30 centièmes de seconde par exemple, le rideau se lève et expose le capteur à la lumière pendant ces 30 centièmes de seconde. L'échelle varie en général de 1/8 millième de seconde à 30 secondes. Vous définissez grâce à ce paramètre le temps d'exposition de votre capteur à la lumière. Moins il y a de lumière, plus il suffit d'exposer le capteur à la lumière.
Malheureusement, ceci n'est pas toujours possible. En effet, si votre sujet bouge ou que vous voulez capturer un mouvement, il vous faut absolument une vitesse rapide dépendant du sujet. Il faut aussi que la vitesse soit assez rapide pour éviter ce que l'on appelle le flou de bouger, les micro-mouvements que vous faites simplement en tenant votre appareil. Plus la focale est grande, plus le risque d'avoir un flou de bouger est important. Pour un réflexe full frame, on compte qu'en général, il faut une vitesse minimum de 1 sur la focale. Donc pour un objectif de 200 mm, on conseille un temps de pause de minimum 1/200 de seconde. Certains objectifs ou appareils sont équipés de stabilisateurs permettant de poser plus longtemps. Un trépied permet de ne pas bouger et donc d'exposer le temps que l'on souhaite, à condition d'avoir un sujet figé. Retenez, adaptez la vitesse au sujet à photographier. Retenez aussi que pour de longs temps de pause, le bruit augmente dû à l'échauffement du capteur. Le troisième paramètre est l'ouverture, ou encore ouverture de diaphragme. La lentille de votre objectif dispose d'un diaphragme en lamelle. Plus ce diaphragme est ouvert, plus grand est le trou par où passe la lumière, et donc plus votre capteur reçoit de lumière. Au contraire, plus il est fermé, moins il y a de lumière atteignant le capteur. Les valeurs d'ouverture sont notées en fractions de focale, comme par exemple f sur 2.8. Plus le chiffre est grand, plus la division est importante et donc plus le trou est petit. Autrement dit, un grand chiffre correspond à une plus petite ouverture de diaphragme. Voici les ouvertures les plus fréquentes. Il s'agit d'une échelle logarithmique et le passage à une valeur supérieure représente un trou 2 fois plus petit et donc il y a 2 fois moins de lumière qui atteint le capteur. Chaque objectif a une ouverture maximale et minimale. La plage de valeurs que vous pouvez définir se situe donc entre ces deux valeurs. En photographie, ce paramètre d'ouverture influe aussi sur deux autres aspects. Le premier aspect, l'objectif est souvent meilleur dans une certaine plage d'ouverture, par exemple entre f4 et f8. Quand on ferme trop, on risque d'avoir des effets optiques de diffraction. Le deuxième aspect, l'ouverture joue sur la profondeur de champ. Plus l'objectif est ouvert, moins la profondeur de champ est grande. Autrement dit, moins la zone de netteté est grande. Retenez, plus grande ouverture égale plus petit chiffre égale plus de lumière entrante. Retenez aussi, plus grande ouverture égale profondeur de champ plus petite. En conclusion, pour avoir la bonne exposition, vous réglez le mode de mesure et ensuite vous pouvez jouer sur ces trois paramètres en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Imaginons que je prenne une photographie en mode automatique et que l'appareil l'expose de façon correcte avec les valeurs suivantes: ISO 3200, ouverture f8 et durée d'exposition de 1/30 de seconde. Par chance, cela va peut-être me donner une bonne photo, mais comme on l'a vu auparavant, ces paramètres influent sur d'autres aspects. Si avec ces paramètres, je souhaitais photographier un oiseau en vol, c'est raté. Mon temps de pause de 1/30 de seconde est trop long. L'oiseau sera flou. Si je souhaitais faire un portrait avec une faible profondeur de champ, c'est raté aussi. L'ouverture f8 est trop petite. J'aurai une grande zone de netteté. Si je souhaitais faire une photo avec le plus de détails possible, c'est encore raté. Le réglage ISO à 3200 va introduire du bruit dans l'image. Afin de résoudre tous ces problèmes, ne photographiez plus en automatique et réglez vous-même les paramètres de votre appareil. Vous avez le choix entre de nombreux paramètres, comme par exemple toutes les valeurs que vous retrouvez dans ce tableau. Notez une propriété remarquable concernant les trois paramètres de mon triangle d'exposition. Chaque fois que je change une valeur, je peux en changer une autre afin d'obtenir exactement la même exposition. Disons par exemple ici que j'ai une exposition correcte pour les valeurs ISO 800, ouverture f8 et temps de pause de 1/125 de seconde. Si je réduis mes ISO de X cran à gauche, mon capteur est plus sensible à la lumière. Il me suffit de compenser mon ouverture de X cran à droite afin de fermer mon diaphragme
et donc faire entrer moins de lumière, ou alors de diminuer mon temps de pause de X crans à gauche afin que la lumière ait moins de temps pour imprimer mon capteur. Ou encore une combinaison de ces deux paramètres ouverture et temps. Si j'augmente mes ISO, c'est le même raisonnement inversé. Dans tous les cas, vous pouvez jouer avec ces paramètres et l'exposition sera identique. En appliquant le même raisonnement pour l'ouverture, si j'ouvre plus mon diaphragme, il y a plus de lumière qui entre et donc je dois réduire mes ISO pour que mon capteur soit moins sensible, ou alors réduire mon temps de pause, ou encore une combinaison des deux, et inversement si je ferme mon diaphragme. Pour le temps, plus mon temps est rapide, moins mon capteur est exposé à la lumière. Je dois donc augmenter les ISO ou ouvrir plus grand mon diaphragme, ou encore une combinaison des deux, et inversement si je pose un temps plus long. Vous pouvez jouer avec toutes les combinaisons possibles du triangle d'exposition afin d'obtenir le résultat souhaité en fonction du sujet et de vos choix créatifs. Reprenons le premier exemple évoqué plus tôt avec le choix d'exposition automatique de l'appareil à ISO 3200, ouverture f8 et durée d'exposition de 1/30 de seconde. S'il s'agit d'un oiseau que je souhaite photographier au plein vol, il me faut une vitesse rapide, disons 1 millième de seconde. 5 crans à gauche par rapport à ma vitesse 1/30. Je souhaite une profondeur de champ ciblée sur l'oiseau, je vais donc partir sur f2.8, 3 crans à gauche. Pour obtenir la même exposition, à combien doivent être mes ISO? En diminuant mon temps de pause de 5 crans, je dois augmenter mes ISO de 5 crans. Par contre, en ouvrant mon objectif de 3 crans, je dois diminuer mes ISO de 3 crans. Cela me donne donc plus 5 crans moins 3 crans pour mes ISO égale plus 2 crans. Il faut donc que mes ISO soient à 12800. Pour un portrait avec un beau bokeh d'arrière-plan, je prendrai une grande ouverture, disons 1.4. 32 fois plus de lumière qui arrive et profondeur de champ très faible. Une vitesse de 1/125e de seconde afin d'éviter le flou de bouger, 4 fois plus rapide donc 4 fois moins de lumière. Mes ISO doivent donc être sur moins 5 crans, plus 2 crans, égale moins 3 crans, égale 400 ISO. Notez aussi que vous trouverez sur vos appareils des valeurs intermédiaires d'ISO, d'exposition et de temps. À présent, voyons comment régler ces paramètres sur votre appareil. Votre appareil photo dispose de plusieurs modes de fonctionnement. 1. Les modes automatiques tels que tout auto, mode portrait, paysage, sport, nuit, etc. En mode automatique, les trois paramètres ISO, ouverture et temps de pause sont calculés par votre appareil en fonction de la mesure effectuée par la cellule photométrique. L'appareil prend toutes les décisions pour vous. Notez que suivant le mode choisi, l'appareil va privilégier certains paramètres. Temps de pause rapide pour le mode sport, grande profondeur de champ pour le mode paysage, faible profondeur de champ pour le mode portrait, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil. On peut envisager utiliser ces modes occasionnellement. Vous êtes pressé, vous avez oublié comment fonctionne votre appareil, et vous choisissez ce mode afin de prendre votre photo. Si vous n'utilisez que ces modes automatiques, il est dommage d'avoir investi dans un réflexe. Vous perdez en effet toute la partie créativité. 2. Les modes semi-automatiques. Dans ce type de mode, seuls un ou deux paramètres sont calculés par l'appareil, vu que vous modifiez vous-même un ou deux paramètres parmi ISO, ouverture et temps de pause, ainsi que d'autres paramètres du boîtier. Voici les différents modes semi-automatiques. Le mode P ou programme d'exposition automatique. Ce mode choisit pour vous le couple ouverture-temps de pause afin d'avoir l'exposition correcte. Vous pouvez modifier ce couple de valeurs choisi par l'appareil en fonction du sujet à traiter. Notez que si l'indicateur du couple clignote, vous êtes en dehors de la plage de couple permis et donc vous serez sous-exposé ou surexposé. Si vous êtes sous-exposé, essayez d'augmenter les ISO. Surexposé, diminuez les ISO et s'ils sont déjà au minimum,
Utilisez par exemple un filtre gris neutre pour que moins de lumière entre. C'est un peu l'équivalent du mode tout automatique paramétrable. Le mode A pour Aperture ou AV, Aperture Value. Dans ce mode, vous choisissez l'ouverture de votre diaphragme. Vous jouez ainsi sur l'aspect profondeur de champ et quantité de lumière entrante. Vous pouvez définir vos ISO ou laisser faire l'appareil. Le temps de pause sera calculé automatiquement ainsi que les ISO si vous avez laissé ce paramètre sur auto. Si la valeur temps clignote, c'est soit que vous êtes sous-exposé ou surexposé. Modifiez les ISO et ou l'ouverture en conséquence. Ou encore un filtre, un apport de lumière, etc. en fonction de ce que vous voulez obtenir. Ce mode est souvent utilisé pour du paysage et ou du portrait. En effet, dans ces domaines, il est important de maîtriser la profondeur de champ. Le mode T, Time ou TV, Time Value. Dans ce mode, vous choisissez le temps de pause. Vous pouvez aussi choisir les ISO ou laisser faire l'appareil. Ce dernier calcule pour vous l'ouverture et les ISO si vous avez laissé ce paramètre en auto. Si la valeur ouverture clignote, c'est soit que vous êtes sous-exposé ou surexposé. Modifiez donc les ISO et ou le temps en conséquence, ou encore de nouveau utiliser un filtre, un apport de lumière, etc. en fonction de ce que vous voulez obtenir. Dans ce mode, c'est le temps qui importe. Vous l'utilisez en général pour figer le mouvement, comme par exemple pour le sport. Pour plus d'informations sur ces trois modes, reportez-vous à votre manuel. Il est important de noter que tous ces modes s'arrangent pour que l'exposition soit correcte du point de vue de la cellule photométrique. Comme on l'a vu au début, pour la cellule, correct veut dire des tons moyens. Il se peut alors que le rendu de la photo ne vous plaise pas. L'exemple courant est une photo de neige. L'appareil va penser que la neige doit être gris moyen et vous risquez donc de trouver votre neige grisâtre plutôt que bien blanche. C'est la raison pour laquelle vous pouvez introduire ce que l'on appelle une compensation d'exposition. Ceci permet de corriger le choix de notre cellule. Dans le cas de la neige, vous devez en général introduire une compensation d'exposition de plus 1 ou plus 2 IL pour que votre appareil comprenne que vous souhaitez que l'image soit plus claire. Inversement, imaginons que vous preniez une personne de couleur noire en photo avec une mesure spot sur le visage. Votre appareil va faire en sorte que la peau soit de ton moyen. Or, si vous voulez que le rendu de la peau soit noir, il va falloir introduire une compensation d'exposition négative afin de spécifier à l'appareil que vous souhaitez une image plus sombre. Et n'oubliez pas que votre appareil a des limites, temps de pause variant entre 1/8 millième de seconde et 30 secondes par exemple, et ouverture variant en fonction de votre objectif, f4 à f32 par exemple. Une autre limite est la plage de vos valeurs ISO. ISO variant de 100 à 52 000 par exemple, mais seulement exploitable jusque 3200. À vous de tester. 4. Le mode bulb. Il permet de dépasser les 30 secondes de pause. Vous choisissez vos ISO et l'ouverture. Ensuite, le capteur reste exposé tant que vous ne spécifiez pas à l'appareil d'arrêter la pause. Ce mode est utile pour les photos astronomiques, les photos de nuit ou de feux d'artifice par exemple. 5. Le mode manuel. Dans ce mode, vous choisissez l'ouverture et le temps de pause. Vous pouvez bien évidemment aussi choisir les ISO. L'appareil vous indique alors s'il pense que la photo est bien exposée à l'aide du bar graphe d'exposition. Ce mode est souvent peu utilisé par les amateurs qui pensent à tort qu'il est complexe. C'est pourtant aussi un mode semi-automatique vu que l'appareil vous indique s'il est bien exposé ou si au contraire vous devez corriger vos paramètres. Le gros avantage est qu'avec l'expérience, vous savez en fonction de votre scène si vous devez laisser le bar graphe d'exposition plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Plus besoin de jouer avec la correction d'exposition. Vous ne basez plus votre exposition sur la cellule de l'appareil mais sur votre expérience. Et si la lumière ne change pas pendant un certain temps, vous ne devrez jamais vous tracasser de la mesure de la lumière durant ce laps de temps. Notez enfin que vous trouverez d'autres valeurs intermédiaires d'ISO, d'ouverture, de temps de pause et de correction d'exposition que celles que nous avons vues. Une fois tout ceci intégré, voici comment avoir une bonne exposition. Premièrement, vous effectuez les réglages de votre appareil photo.
type de fichier, programme de l'appareil par exemple, auto, AV, TV, manuel, ISO auto ou manuel, et tout autre réglage utile comme par exemple vue sur le LCD, vue de l'histogramme, alerte d'exposition, etc. Deuxièmement, vous choisissez le mode de mesure de la lumière, évaluatif, spot, etc. Troisièmement, vous devez identifier ce qui à vos yeux doit être correctement exposé, c'est-à-dire la zone où il ne faut pas d'écrêtage de lumière. Quatrièmement, vous prenez la photo et vous regardez le résultat. Cinquièmement, vous évaluez ce résultat, plage dynamique trop importante ou au contraire trop restreinte, manque de lumière, écrêtage, etc. Sixièmement, en fonction de votre évaluation, vous corrigez les paramètres tels que ISO, ouverture, temps de pause ou encore correction d'exposition. Septièmement, vous reprenez votre photo afin de voir si le résultat est meilleur. Bien sûr, tout ceci n'est possible que si vous avez le temps et que vous pouvez refaire une photo de la même scène. Lorsque l'instant est unique, il ne faut pas se tromper dans ces réglages. Il n'y a que l'expérience qui vous permettra de connaître votre appareil et les réglages adéquats à choisir en fonction de la scène. Donc, encore une fois, entraînez-vous. Merci d'avoir suivi ce long tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.